En 2 ans à peine, ce paysage plein d'arbres a cédé la place aux fondations d'une ville colossale construite de toutes pièces. À terme, elle devrait même ressembler à ça. Car ce pays a carrément décidé d'y déménager sa capitale. Salut, c'est Lucas. Ce projet de capitale qui sort de terre, il s'appelle Ikn ou Nusantara et il a l'air monumental. Selamat datang di masa depan. Un des objectifs, c'est d'éviter les importants risques environnementaux qui frappent la capitale actuelle, tout en devenant un modèle mondial de ville-forêt en harmonie avec la nature, vous verrez. En moins de 4 ans, de nombreux bâtiments sont déjà sortis de terre. Mais pour certains activistes, ce projet est loin de répondre aux problèmes actuels et pourrait même en créer de nouveaux. Alors on n'est pas en pleine forêt primaire à cet endroit-là précisément, mais on est quand même sur le poumon vert de l'Indonésie. Alors j'ai voulu comprendre à quoi ressemble concrètement ce projet gigantesque. Cette nouvelle capitale sera-t-elle vraiment en harmonie avec la nature? Je vous explique. Lui, c'est Joko Widodo, alors président indonésien. Et là, nous sommes le 16 août 2019 et il a une grande annonce à faire pour les 74 ans de l'indépendance du pays. Dengan ini, saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Kalimantan, c'est situé juste ici, c'est la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Personnellement, ça m'a interpellé parce que ce lieu, j'en avais surtout entendu parler pour ses orang-outans proches d'être rayés de la carte et ses monocultures d'huile de palme. Et c'est donc cette région qui, à l'été 2019, vient d'être choisie pour construire en quelques années une nouvelle capitale titanesque annoncée par le président. Cette nouvelle ville, on va prendre le temps de l'explorer en détail et je vous montrerai ses projets de bâtiments colossaux et ses promesses d'harmonie avec la nature. Mais déjà, je me suis demandé pourquoi il y a besoin de bouger, quels pouvaient être les problèmes avec l'ancienne capitale. Alors jusqu'ici, l'Indonésie, elle avait bien une capitale. Elle se trouve à plus de 1000 km de là, sur l'île de Java, et s'appelle Jakarta, la voici. J'ai découvert que ses habitants étaient déjà confrontés à de graves problèmes liés à l'environnement. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta kepadatan penduduk. Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Alors, quelles menaces pèsent concrètement sur la ville? D'abord ville coloniale hollandaise avant l'indépendance de l'Indonésie, Jakarta s'est largement développée et étendue au cours des dernières décennies. C'est aujourd'hui l'une des aires urbaines les plus peuplées au monde, avec plus de 30 millions d'habitants, c'est 3 fois plus que Paris. Et je ne le savais pas du tout, mais l'un des plus grands problèmes de cette ville côtière, c'est qu'elle s'enfonce dans le sol. Et oui, elle s'enfonce vraiment. Sur cette carte, cette zone en rouge s'est par exemple affaissée de 2,1 mètres entre 1974 et 2010. Et celle-ci, elle a carrément perdu 4,1 mètres. Le sol de la ville baisse par rapport au niveau de la mer, alors qu'il est déjà à peu près au niveau de la mer. On est sur une ville de baie, en site portuaire. Et donc on a des conditions géologiques naturelles qui contribuent à cet affaissement. On a les prélèvements en eau et puis on a cet urbanisme lourd d'autoroutes, de buildings qui vont contribuer à faire du poids finalement sur la ville. Depuis plusieurs années, certains quartiers sont très vulnérables aux inondations. Depuis les années 2000, on va avoir 7 ou 8 inondations qui au total ont fait plus de 200 ou 300 morts, mais qui ont produit quasiment 1 million de déplacés. Les populations déplacées sont souvent aussi les plus précaires parce qu'elles sont dans les zones les plus basses ou proches de l'eau. Il y a des prévisions assez critiques qui indique qu'en 2050, la quasi-totalité de la ville pourrait être au niveau ou en dessous du niveau de la mer. Là, nous sommes toujours à Jakarta, mais cette fois en août 2023. Pendant plusieurs jours consécutifs, la ville est alors la plus polluée au monde selon le classement IQR. De manière générale, l'air de la ville est très pollué, notamment du fait de la circulation importante ou des centrales à charbon voisines. Nah, ketika polusi ini kemudian melanda gitu ya, saya kemudian merasa nggak aman untuk kemudian jogging dan sebagainya, sehingga aktivitas kebanyakan indoor gitu ya. Chaque année dans la province, ça entraîne plus de 7000 problèmes de santé graves chez des enfants et plus de 10 000 décès selon une étude de 2023. Vous l'avez entendu, ces graves problèmes font donc partie de la justification pour déplacer la capitale. Mais alors concrètement, à quoi doit ressembler cette nouvelle capitale et qu'est-ce qui garantit qu'elle sera mieux? Bienvenue à Ibu Kota Nusantara. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif.
Vous allez voir, cette ville est vraiment imaginée comme une capitale monumentale et ultra moderne. C'est dans cette première zone que doivent être déplacés la plupart des bâtiments gouvernementaux. C'est un grand axe nord-sud qui s'appelle l'axe de la nation. Puis au nord, il y a le palais présidentiel qui incarne le Garuda, cet oiseau mythique qui symbolise aussi l'Indonésie. Voici le gigantesque palais présidentiel qui doit remplacer l'actuel de Jakarta. On y trouve aussi le nouveau palais du vice-président, plusieurs ministères et des logements pour les fonctionnaires qui y travaillent. Il y aura un complexe religieux aussi qui va associer à proximité immédiate une mosquée, une cathédrale, un temple bouddhiste. Bref, cette ville a tout d'un nouveau centre de pouvoir et les travaux ont débuté depuis 2022. Cette première zone avec les bâtiments gouvernementaux, elle est censée accueillir 500 000 habitants dès cette année 2024. À côté, on prévoit une deuxième zone urbaine plus large et une zone dite de développement qui doivent progressivement être érigées. À l'horizon 2045, c'est-à-dire dans environ 20 ans, il est prévu que cette ville qui vient de sortir de terre accueille entre 1,7 et 1,9 million d'habitants. Ce projet de capitale, il faut bien avouer qu'il est impressionnant. Mais comment il s'assure de ne pas retomber dans les problèmes auxquels fait face Jakarta ? Hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi. Déjà, pour éviter les risques naturels ou climatiques, l'emplacement n'a pas été choisi au hasard. Contrairement à Jakarta, Nusantara n'est pas directement au bord de l'eau et c'est une zone considérée comme résiliente par le gouvernement. Risiko bencana minimal, bencana banjir, gempa bumi, tsunami. Nusantara, par rapport aux 17 000 îles qui composent l'Indonésie, c'est beaucoup plus central. Et c'est aussi une zone qui, pour Joko Widodo, aurait encore un grand potentiel de développement. On a un déséquilibre très important en Indonésie entre l'île de Java, qui est une petite île finalement, c'est seulement 7% du territoire, mais qui regroupe 57% de la population, qui produit 57% de la richesse nationale. Et donc, l'idée de construire cette nouvelle capitale sur l'île de Bornéo, c'est aussi d'éviter cette surconcentration sur l'île de Java. Face au constat des limites du modèle de développement de Jakarta et de nombreuses capitales, ce projet veut aller beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voici quelques exemples. Donc visuellement, la présence de la forêt est très importante et on va avoir de la forêt à l'intérieur de la ville, mais aussi tout autour de la ville. Le plan de la ville est prévu en plusieurs petits archipels urbains où l'on va construire des bâtiments en hauteur et chaque petit îlot de peuplement comme ça sera séparé par des forêts. Autre exemple important, les transports et l'énergie. Là aussi, Nusantara est vu comme l'anti-modèle de Jakarta et d'autres capitales souvent bouchonnées, gourmandes en énergie fossile et source de pollution. Déjà, sur le papier, tous les services importants doivent être accessibles en juste 10 minutes pour tous les habitants. Mais en plus, les énormes réseaux de transport de la capitale sont promis comme respectueux de l'environnement. Ibu kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum. On voit donc ces circulations qui serpentent là, ce seront des chemins piétons. Ce qui est testé, qui a été annoncé pour le moment, c'est une espèce de tramway autonome électrique qui fonctionne sans rail. Alors d'où vient l'énergie pour alimenter ces transports et le reste de la ville? Le site du projet indique que ce sont des énergies renouvelables qui fourniront 100% des besoins. En plus des panneaux sur les toits, la construction d'un premier parc solaire gigantesque de 50 MW est prévue pour 2024. C'est en gros l'équivalent de la capacité maximale de cette centrale solaire située à Gien, en France, l'une des plus grandes de l'Hexagone. Sur le papier, on compte utiliser des panneaux solaires, beaucoup d'hydroélectricité aussi, et puis également une utilisation de technologies plus innovantes pour la gestion des déchets, la gestion de l'eau. Grâce à tout ça et à d'autres mesures, la ville promet d'être zéro émission nette. Ça veut dire qu'en théorie, contrairement à la très grande majorité des grandes villes, elle n'aurait aucun impact direct sur le climat. Mais vous allez voir, tout le monde n'est pas convaincu par ces promesses. Ces militants s'opposent au projet de Nusantara. Plus largement, des associations et des scientifiques craignent des impacts environnementaux et notamment que la ville-forêt, paradoxalement, entraîne une importante déforestation. Il faut préciser que l'Indonésie, et la partie sur Bornéo en particulier, abrite l'une des plus grandes richesses naturelles au monde. À Nusantara, dans un rayon de 50 km, le gouvernement recense plus de 3800 espèces de plantes et d'animaux, dont certains ne vivent qu'à Bornéo, comme les orang-outans ou le singe nasique. Ici, l'environnement
est déjà fortement menacé par la déforestation pour l'huile de palme, mais aussi l'exploitation minière ou forestière. Alors, quel impact supplémentaire pourrait avoir cette nouvelle ville sur cette richesse naturelle? Je me suis rendu compte que contrairement à ce que je pensais en voyant cette image, toute la zone concernée n'est pas de la forêt naturelle. Toute une partie a déjà été rasée plusieurs années avant le chantier de la ville, et ce qu'on y voit c'est en fait des plantations. Ini yang kita ingin kembalikan sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Selon ce document officiel, 65% de Nusantara deviendra une forêt protégée contre 16% de vraies forêts tropicales aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, la construction de la ville pourrait avoir un aspect vertueux aussi sur l'environnement forestier. Il n'y a plus beaucoup de forêts primaires dans la région, hein, donc la forêt est déjà très dégradée, mais il y a quand même quelques centaines d'hectares de forêts protégées et aussi beaucoup de mangroves. Generasi yang akan datang hanya mendengarkan ceritanya aja namanya Bekantan. Karena kalau apabila mangrove-nya punah, binatang endemiknya juga akan hilang seperti itu. De son côté, l'ONG Forest Watch Indonesia signale que depuis le début du chantier, entre 2022 et 2023, 17 km² de forêts naturelles ont été déforestées ici en rouge, notamment pour commencer le projet et construire une autoroute d'accès. Mais au-delà de la forêt, est-ce que ça peut déranger fortement les animaux? Eh bien, une équipe de scientifiques a passé du temps sur le terrain pour essayer de mesurer ça. Pendant leurs recherches, ils ont notamment repéré des orang-outans et des ours malais, deux espèces particulièrement sous tension. Mais aussi d'autres mammifères menacés comme ces pangolins malais, ces sangliers à moustache, ces cerfs sans barre, ces macaques crabiers ou encore ces panthères nébuleuses de Bornéo. Voici un graphique qui présente leurs résultats. Dans la zone d'impact direct de la capitale, c'est-à-dire dans un rayon de 30 km, seuls quelques pourcents sont des habitats critiques pour les mammifères menacés et les ours malais, c'est-à-dire des territoires où ils vivent et qui sont cruciaux pour leur survie. Ce pourcentage, il monte à 15% pour les orang-outans. Mais si la ville entraîne un développement plus large, dans un rayon de 50 à 200 km, les perturbations sont tout de suite beaucoup plus fortes comme vous pouvez le voir. En général, la ville, elle se suffit rarement à elle-même et puis après, vous allez avoir des villes complémentaires, des extensions. Et donc à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe pour le reste ? Et puis cette ville, il va falloir la relier à d'autres endroits, et ça peut aussi perturber les animaux. Par exemple, dans les zones touchées directement par ces projets de nouvelles routes, environ 13% sont des habitats critiques pour les mammifères menacés, et 15% pour les ours malais. Ces routes, en plus de déforester pour les construire, ça veut dire beaucoup plus de trafic, donc beaucoup plus de bruit et de risques de collision pour ces animaux. À l'heure actuelle, moi j'ai visité le chantier d'une autoroute dont on avait préconisé qu'il passe en hauteur pour pouvoir éviter de couper la route justement à certains singes qui passent par là, et en fait l'autoroute n'a pas été déviée. À côté de ça, qu'en est-il des promesses d'une ville qui limite la pollution et qui a zéro impact carbone? Regarde ensemble la stratégie prévue pour y arriver. Je vous rassure, on va pas tout détailler. Première chose qui m'a étonné, c'est que la pollution due à la construction de la ville, ici, elle est estimée à 0. 0 CO2, 0, 0, 0. Pourtant, pour construire cette ville, il faut d'énormes quantités de ciment, de métaux, de produits chimiques qui polluent beaucoup. Alors pourquoi ici c'est compté comme 0? La justification est un peu plus loin, je cite, comme le processus de production ne se déroule pas à Nusantara, eh bien, les émissions ne sont pas comptées comme des émissions de Nusantara. Donc en gros, comme ils doivent importer tout ce ciment et ces matériaux, ils considèrent que cette pollution ne compte pas pour la ville. A noter que si on la prenait en compte, rien que pour 2024, ça augmenterait l'impact de la ville de près de 30%. Ensuite, au-delà de la construction, voici la trajectoire prévue pour l'impact carbone de la ville. Il est prévu que le CO2 augmente, puis qu'il diminue principalement grâce aux mesures sur l'énergie dont on a parlé et aux arbres plantés. Le projet, c'est de faire du coup une ville zéro émission carbone, neutre en carbone à terme, mais pas actuellement. On va avoir une ville qui est fabriquée à 100% actuellement par des énergies fossiles, parce que pour le coup, il y en a aussi en Indonésie. Il faut aussi mobiliser d'autres matériaux rares, et notamment aussi du nickel, qui est exploité dans une île de Sulawesi à l'est, et qui est nécessaire pour ces nouvelles technologies. Entre 2034 et 2038 environ, on devrait passer sous zéro. Ça veut dire en gros que les arbres de la ville absorberaient plus de CO2 chaque année que la ville n'en rejetterait. Pour réussir cet objectif ambitieux, il faut que toutes les mesures prévues puissent être financées et mises en place dans les temps. Il y a un dernier point qui n'apparaît pas dans ce document. Nusantara est à 1000 km environ de l'île de Java, qui est le centre économique et démographique de l'Indonésie. Et ça veut dire très probablement multiplier les transports longue distance, notamment en avion, un mode de transport qui pollue énormément. Alors est-ce que ça a vraiment des chances d'aller au bout, sachant qu'un premier déménagement était prévu pour 2024?
Nous sommes en juillet 2024. Et sur cette moto, c'est Joko Widodo qui vient faire visiter l'avancée des travaux à des influenceurs indonésiens. Joko Widodo avait annoncé une inauguration pour le 17 août 2024 et les premiers déménagements de fonctionnaires devaient se faire dans la foulée. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Comme le chantier a pris beaucoup de retard, qu'il y a énormément de difficultés, et bien finalement cette cérémonie n'était plus une inauguration de la capitale, mais simplement une cérémonie de commémoration de l'indépendance. Il était prévu de déplacer à peu près 1500 fonctionnaires début septembre. Et puis récemment, là, le 4 septembre, eh bien, le président Joko Widodo a donné consigne de reporter ce premier déménagement. Depuis, un nouveau président a été élu, c'est lui, Prabowo Subianto. Il s'est officiellement prononcé pour continuer ce projet, mais il a également fait d'autres promesses pendant sa campagne. Reste donc à voir ce qu'il priorisera. Est-ce que le projet sera abandonné? Eh bien là, ça va vraiment dépendre de l'appui, du portage politique du futur gouvernement. Et puis l'autre difficulté, c'est d'attirer les investissements privés, indonésiens et étrangers. Pour le moment, ils sont vraiment minimes. Tout à l'heure, je vous ai dit que Nusantara prévoyait d'accueillir jusqu'à 1,9 million d'habitants d'ici 2045. On voit très bien que 1,9 million, c'est très loin des 30 millions d'habitants de l'aire urbaine de l'actuelle capitale. Le projet, c'est de déplacer principalement les fonctions politiques, mais pas d'abandonner Jakarta en elle-même. On ne va pas déplacer ou 10 millions ou 30 millions de personnes et leurs bâtiments avec et les mettre ailleurs. Ça ne fonctionne pas, on est en démocratie. Donc l'argumentaire, c'est en partie de déconcentrer Jakarta, mais ça ne va évidemment pas suffire vu la pression qui existe sur la ville actuelle. Donc à Jakarta aussi, il faut trouver des mesures pour notamment faire face à la pollution, au risque d'inondation. C'est par exemple le drainage des canaux, l'utilisation de l'eau de pluie pour moins pomper les nappes, et surtout un projet de gigantesques digues. Donc on a 17 îles artificielles qui sont prévues et qui sont en construction pour protéger cet espace-là, qui vont avoir la forme du Garuda, c'est-à-dire l'aigle royal indonésien. Le gouvernement estime que pour régler les problèmes de Jakarta, il faudrait investir jusqu'à 34 milliards de dollars. Et c'est à peu près le coût de la nouvelle capitale. Il y aura nécessairement des arbitrages financiers à opérer. Selon une étude de 2020, il se peut que les effets positifs attendus du déplacement ne soient pas aussi importants que prévu, car Jakarta continuera de croître en tant que mégalopole économique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou le partager pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de ce projet ou apporter vos compléments en commentaire. Comme souvent, voici un petit bonus, un autre aspect du projet qui m'a intéressé. Les aspects sociaux, on n'en a pas parlé, mais il y a la libération du foncier ne se fait pas toujours de façon très, très fluide. Et par ailleurs, il y a quand même un risque de ville à deux vitesses entre des fonctionnaires des classes plutôt moyennes et supérieures qui viendraient de Jakarta et puis une population locale moins favorisée sur le plan social. Un grand merci à toutes les personnes brutes qui m'ont aidé sur cet épisode. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi retrouver la grande histoire d'Hugo, le flashback de Canel ou les reportages de Florian et plein d'autres vidéos. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 10h pour un nouvel épisode.